Allez. Ah là 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 là, dis donc. Qu'est-ce qu'on se marre. Ça commence bien, ça commence bien. Alors. Donc alors, la réponse c'était... Ça coûte rien. Ouais. Effectivement, c'est possible, gratos, après. Ouais. En fait, c'est bon, on en parlera après. Ouais, on en parlera là. Non, alors, bon, c'est réservé aux membres de la formation. L'immobilier pour pas cher. On en parlera après. D'abord, il y a des gens qui doivent parler aujourd'hui. Alors, qui va parler aujourd'hui? Qui c'est qui est volontaire? Non. Je vais revenir, mais Okay. on va avoir des coups de hasard qui vont partir. Alors, le hasard a dit le numéro 5. Ah ben c'est bon. Non, bah allez, je régénère. Non. Allez, on part sur le 10. Allez, le 10, là, ça va changer. Non, t'étais volontaire hier. Allez, même si le hasard t'a désigné aujourd'hui, c'est bon. Le 10. Pourtant, si Ivan n'est pas là, il fait rien. Je sais pas quoi dire. Si tu l'as fait ce matin, c'était très bien. Bah, tu résumes ce qu'on a fait hier. Voilà, tu sais quoi dire. Oui, à peu près. Et ben voilà. Donc, hier, bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Et il commence. Eh, tu vois, j'ai bien fait de gueuler hier, tu vois. Et le flingue, ça a tout changé hier. J'ai vu l'esquive au fond. À la Matrix. C'est Néo. Oula, je me suis perdu là dans mes pensées. C'est pas bon ça. Alors, donc, on t'écoute. Hier, on a vu le RAID 1. Donc, le RAID 1, c'est un peu comme une duplication synchronisée, on va dire, une copie synchronisée des données en fait d'un disque dur à l'autre sur 2 disques durs. Donc, pour le RAID 1, il faut au moins minimum 2 disques durs. On a vu le RAID 5. Donc minimum 3 disques durs. Le RAID 5 c'est A plus B plus... Non, A plus B égale parité. Donc ça veut dire que les données sont réparties entre A et B. Et si on perd un disque dur et on le remplace, en fait on peut récupérer toutes les données. Ça ne changera rien et il fait les calculs. Je fais à peu près ça. Et ensuite on a vu la différenciation entre un profil utilisateur et un compte utilisateur. Donc profil, ce sont les dossiers. Ne pas confondre avec le compte qui est plus l'identifiant et le mot de passe. C'est vraiment pour identifier le compte. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu aussi qu'on pouvait on pouvait créer des utilisateurs. Et ces utilisateurs, on pouvait soit les mettre en administrateur ou en utilisateur on appelle ça déjà limité, on va dire. Et il y a des groupes qui sont faits. Donc il y a un groupe administrateur et un groupe utilisateur. Et si on crée un profil, on met dans l'un cet utilisateur, on a tous les droits en fait de ce groupe. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on a vu hier. C'est tout. Ouais, on n'a rien fait d'autre. On a fait d'autres. On avait vu. Je sais qu'il y avait le paramètre de contrôle aussi qu'on a vu. Ah, les paramètres de contrôle. Qu'est-ce à dire que ceci? Paramètre de contrôle de. C'était quoi déjà la suite du. Paramètre de contrôle d'administrateur, je crois, ça devait être ça. Et en fait, ça permettait en fait des sessions qui ne sont pas administrateurs, on baisse le niveau, mais c'est pas recommandé du tout de toucher parce que là, il n'y a plus de sécurité, quoi. Non, je sais pas comment expliquer. Des sessions qui ne sont pas administrateurs, on baisse le niveau et il n'y a plus de sécurité. Non, j'ai rien de la compris. merde. J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment expliquer ça? Ouais, comment expliquer ça? Je t'écoute. Alors, sur un compte utilisateur, il ne peut pas avoir les mêmes droits que ceux de l'administrateur. Donc déjà, sur une session utilisateur... L'utilisateur, il n'a pas les mêmes droits que l'administrateur.
Et si on doit intervenir, nous qui avons des droits sur l'utilisateur, on n'a pas besoin de connecter notre compte. Donc on peut, il y a une petite sécurité qui va dire que voilà, pour se connecter, il vous faut le mot de passe administrateur ou un compte administrateur. Donc à partir de là, on peut débloquer sur les choses qu'on fait dessus. Si on intervient, on va dire, pour changer une adresse IP, pour tout ce qui est sensible à l'ordinateur. Aucun souvenir de comment ça s'appelle ce truc? Non, j'ai un peu. Élévation. L'élévation. Ça, c'est la petite boîte de dialogue qui dit qu'il faut être administrateur. Oui. C'est ça, ça s'appelle l'élévation. À l'élévation. C'est ce que tu as expliqué. Mais tu vois, même sans connaître le terme, c'est la bonne explication. D'accord. Donc, face au jury, vous pouvez faire ça. Je veux dire, je me souviens plus du tout comment ça s'appelle, mais ça fait ça. Par exemple, il faut que j'intervienne sur le poste de Brigitte, mais faut pas que je ferme la session. Ça me permet de intervenir en tant qu'administrateur, comme tu as expliqué. Hein. Oui. Ça permet d'intervenir sans être administrateur, sans avoir à ouvrir la session avec un compte administrateur. Ça s'appelle l'élévation. Après, tu as dit autre chose. Le truc qu'il faut pas désactiver pour la sécurité, c'est pas bien. Oui. Alors ça, c'était un peu flou. Oui. C'est vrai, mais c'est flou quand même. Est-ce que quelqu'un voit de quoi il parle? Oui, le paramètre de contrôle de compte utilisateur. Le contrôle de compte Compte utilisateur. Oui. Et ça, c'était le fait que quand tu as ouvert la session cette fois avec un compte administrateur, les logiciels que tu lances ne se lancent pas en administrateur. Il faut que tu fasses l'élévation, exécuter en tant qu'administrateur pour que ça s'exécute en administrateur. On avait fait le test avec CMD. Oui. C'était ça qu'on avait fait. Bon, bah, tu t'en es pas mal sorti. On va pouvoir poser une question complémentaire. Allez. C'est quoi la différence entre un hyperviseur de niveau 1 et niveau 2? Alors, un hyperviseur de type niveau 1, en Tu as fait... fait tes devoirs? Tu as fait tes devoirs? Oui, On va voir ça. j'espère. Donc, de type niveau 1, c'est plus ce qu'on fait là, l'hyper-V. Donc, c'est directement au matériel, donc le processeur. Tandis que le type 2, en fait, on passe par le système d'exploitation, c'est une application en fait. Et l'inconvénient du type 2, c'est que vu qu'il passe par le système d'exploitation, il y a plus de latence. Donc il est moins viable, donc c'est pas top quoi. Donc un exemple, je crois que c'est VMware Station, Workstation. Voilà. Et VMware, ils font du type 1? Hum? Est-ce que VMware, il y a de l'hyperviseur de type 1 chez VMware? Non. Non. Non, non. Plus trop. Moi, j'avais juste retenu. Eh ben, t'as le gyrophare rouge qui vient de s'allumer. Ah, je sais plus. C'est dommage, VM, je sais parce que c'est eux les leaders du marché des hyperviseurs. Ouais. Et c'est le nom des hyperviseurs de type 1 de VMware? ESXi. ESXi. Ah oui, c'est vrai. Si. C'est le leader du marché. C'est eux qui font surtout du type 1, D'accord. Ils font du type 2. Donc il faut faire attention. Tu as bien dit VMware Workstation, c'est une bonne réponse. Il faut faire attention parce que des fois la réponse c'est serveur VMware. Bah, c'est une mauvaise réponse Pas complet. parce que c'est incomplet. Et souvent le serveur VMware c'est les ESXi. Donc c'est des hyperviseurs de type 1. D'accord. T'as trouvé cette réponse sur Copilot, ChatGPT Alors, j'ai eu sur Perplexity, Perplexity. ChatGPT. J'ai regardé plusieurs en fait pour avoir. Bien. Et les réponses étaient les mêmes? À peu près, oui. C'est ça. Très bien. Vous avez des questions à lui poser? Je sens qu'ils ont. Ah mais la menace. Je sens qu'ils en ont pas, point d'exclamation. Il manquait un type de RAID dans ce que tu as expliqué. Ah voilà, il y en a un qui a suivi. Mais on l'avait pas vu hier. Si. On l'avait vu avant-hier. Avant-hier. C'était le RAID 0. Ouais. Donc le RAID 0, lui il est écrit en 64 bits, donc c'est pas, je sais pas comment on dit, je sais pas le mot. Et c'est bien pour la performance, donc c'est rapide et tout, mais par contre c'est bien si tu as beaucoup de disques durs où tu vas stocker des trucs pas importants du tout. Mais par contre quand tu perds un disque dur, tu perds tout.
Allez, tu peux retourner t'asseoir. Allez, bravo. Tu t'en es bien sorti. C'est bien, c'est bien. Alors, des questions sur ce qu'on a fait hier? Non? Ça va? Moi, j'ai Oui. une question. Oui. Quand on a un problème sur un disque dur, on a 2 disques durs en RAID ou 3, on a un problème sur un disque dur, est-ce qu'il y a un outil qui permet d'être mis au courant qu'il y a un disque dur qui tombe en panne sur un serveur sans attendre que ça soit trop tard pour essayer de remplacer le disque dur en panne rapidement? Alors, le terme que tu cherches, ça s'appelle la supervision. Ok. Et on verra Je crois qu'on a ça bon, je me souviens plus la date, hein. On va faire ça sur un truc, mais ce sera quelque chose à mettre en place. Ok. Ça veut dire que ça va pas se faire tout seul. Non, mais Si là, on prend l'exemple de ce qu'on a fait nous, on a fait du RAID logiciel dans Windows et on a vu que l'outil gestionnaire de disque, il nous a dit quand il y a un disque dur qui était en panne, mais il a fallu aller voir. Voilà. On a dû ouvrir le gestionnaire de disque et on a dû regarder, on a vu un disque était absent, le RAID était dégradé et on a dû le changer nous-mêmes. Donc si on avait laissé ça comme ça, on n'était jamais au courant, à part quand on allait nous-mêmes vérifier. Donc t'imagines que si des serveurs, t'en as 40, tu vas pas vérifier tous les matins si le RAID il est toujours en place. C'est pour ça que Donc il faut mettre en place des outils de supervision. Alors soit tu as des outils de supervision dédiés au RAID, c'est-à-dire que dans le système de RAID, c'est prévu, spécifier l'adresse email de l'administrateur et envoyer un mail en cas d'erreur. Et tu reçois un mail directement, ou alors c'est pas prévu, mais c'est dans ton outil de supervision. L'outil de supervision va surveiller l'état des disques durs. Et c'est l'outil de supervision qui va te prévenir. Donc il y a 2 écoles. Soit c'est prévu dans le RAID. Alors évidemment là c'est plutôt les RAID matériels avec une interface dédiée. C'est le fabricant du RAID qui va prévoir dans son outil un truc pour te prévenir. Ou alors c'est l'outil de supervision qui le fait. Mais oui, bien sûr que ça existe. Et évidemment, on aime bien être prévenu instantanément dès qu'il y a un disque dur qui tombe en panne. Parce que la problématique, ça peut être... je m'en rends compte parce que c'est lent. Les gens se plaignent, ça rame, etc. Et en général, on va plutôt chercher du côté du réseau d'abord. Grave erreur, parce que là, c'est le stockage le problème. Puis après, quand on a trouvé, il va falloir faire le changement, remplacer le disque dur. Mais là où ça peut être le vrai problème, c'est si on ne se rend pas compte que c'est lent et qu'on ne fait pas de supervision. Le disque dur, il est en panne depuis 1 jour, 5 jours, 30 jours, et il y en a un deuxième qui tombe en panne. Et là, c'est mort, t'as tout perdu. Donc oui, bien sûr, il y a des outils de supervision. C'est nécessaire. C'est obligatoire. D'autres questions? Non? Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Des services. Donc je vous invite à faire démarrer, exécuter, et vous pouvez taper la commande service avec un s.msc. Et ça vous ouvre la console des services. La question du jour est donc, qu'est-ce que c'est les services ? Ce sont des petits programmes, ce sont des exécutables si vous voulez, qui se lancent avec votre ordinateur, qui servent à faire des choses. Voilà. Donc, si vous allez dans la console service, vous avez plein de services. Ce sont des exécutables, c'est ça, tu veux dire ? C'est ça. Des programmes. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je te dis. Des fois, c'est des DLL qui sont ouvertes dans les services. Mais voyez ça comme un programme. C'est un programme qui a une fonction, qui permet de faire quelque chose dans Windows. Et qui est utile pour Windows.
Alors, je vais aller dans les différents services. Je vais en prendre un au hasard. Alors, regardez. Dans la liste des services, il y a un service qui s'appelle client DHCP. Bon, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais il doit servir à quelque chose. Une idée? Bah, c'est le client DHCP. C'est celui qui envoie Dora, en fait. Donc vous avez un service qui sert à ça. Et alors, tous les services sont dans deux états possibles. Soit ils sont en co, bon, qui veut dire en fait en cours d'exécution. Je vais agrandir la colonne état pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc soit ils sont en cours d'exécution, soit ils sont pas en cours d'exécution. J'ai toujours trouvé ça dommageable qu'il n'y ait pas écrit arrêté, éteint, pas en cours d'exécution. Il y a juste rien dans la colonne. Donc si je prends le service du dessous qui est collecteur d'éléments de je sais pas quoi là, est-ce que ce service collecteur d'éléments est démarré? Non. Est-ce qu'il est en cours d'exécution? Non. Est-ce que le service client DHCP est en cours d'exécution? Oui. Ah, donc faites attention, c'est pas parce qu'il y a écrit rien qu'on ne sait pas. Il est dans quel état? J'en sais rien. Si, je sais. Il est arrêté. Il ne fonctionne pas. Il n'est pas en cours d'exécution. C'est une liste de tous les programmes en fait. Pas du tout. C'est pas du tout une liste de tous les programmes, parce que si là-dedans tu cherches la calculette, le bloc-notes, Word, c'est pas là-dedans. Hein. C'est pas la liste de tous les programmes. C'est la liste des... Alors le vrai terme, c'est les processus. Même si les processus, ce sont des programmes en fait. Mais c'est pas un logiciel à part entière. Tu le vois là, par exemple, le processus dont on parle ici, c'est client DHCP. Ouais, client DHCP, c'est pas un logiciel que tu lances dans lequel tu peux écrire. Hein. Mais tu sais que ça fait quelque chose, le client DHCP. Le client DHCP, au démarrage de la machine, il envoie un discover, il attend, etc. Il va faire le request, et il va mettre l'adresse IP dans la configuration. Il a quelque chose à faire. Ça reste un programme. C'est un programme très simple qui fait Dora. Il fait que ça. Et on dit que ce sont des processus. C'est plutôt comme ça qu'on les appelle, même si ce sont vraiment des programmes. Hein. Ce sont des exécutables. Ou des DLL, enfin peu importe après ce qu'il y a derrière, mais c'est quelque chose qui se lance avec l'ordinateur. Et donc là, mon service s'appelle client DHCP, il est en cours d'exécution, ça veut dire qu'il fonctionne, et il a ce qu'on appelle un type de démarrage. Il est là, alors le type de démarrage, il est dans cet exemple, c'est automatique. Automatique, ça veut dire qu'il démarre avec l'ordinateur. Quand votre ordinateur démarre, tous les services qui sont en automatique, ça veut dire qu'il démarre avec votre machine. Là, j'en ai un autre qui est automatique qui est là, j'en ai un autre qui est automatique, ça veut dire que ceux-là, ils doivent être, normalement, en cours d'exécution, vu qu'ils démarrent avec la machine. Donc, votre ordinateur, quand il démarre, il va chercher la liste de tous les processus, de tous les services qui sont en démarrage automatique. Et il les démarre, il les lance, il les exécute. C'est comme s'il double-cliquait à votre place sur tous ces processus, sur tous ces programmes, tous ces exés, pour les démarrer avec votre ordinateur. C'est pour ça que quand vous démarrez l'ordinateur, le service client DHCP démarre en automatique avec la machine. Et donc quand vous démarrez votre machine, il lance Dora sur le réseau. C'est grâce à ce service-là. Si ce service, par exemple, n'est pas en cours d'exécution, vous ne récupérerez jamais d'adresse IP. Il lance pas Dora. Ce qui est évidemment anormal. Ou qui est l'explication de pourquoi mon ordinateur ne récupère pas d'adresse IP. C'est pas parce que le serveur DHCP est en panne, c'est parce que le service client DHCP n'est pas démarré. C'est ça la cause du problème. Ça peut être la cause du problème. Donc ça fait partie des procédures à vérifier sur vos machines Windows. Les services qui sont en démarrage automatique doivent être en cours d'exécution. C'est le fonctionnement normal. Je vais
prendre mon client DHCP et je vais double-cliquer dessus cette fois. Donc sur tous les services, vous pouvez aller dans les propriétés des services en double-cliquant sur le service. Et je vous montre. Vous retrouvez le type de démarrage. Vous retrouvez le type de démarrage. Je retrouve le démarrage automatique, mais je pourrais le changer. Il y a toutes les notions déjà. Je pourrais choisir désactiver. Ça veut dire que quand ma machine va démarrer, ce service ne va pas démarrer. Autant vous dire que là, pour récupérer les adresses IP, ça va moins bien fonctionner. Bon, il n'y a aucune raison de le faire pour ce service-là, mais vous vous souvenez, on avait essayé de le faire pour Windows Update. Ce qui était un échec total. Mais on peut le faire. Et comme je vous ai dit, les services, en fait, c'est quoi? Ben, c'est des programmes, c'est des exécutables. Donc le service qui ici s'appelle client DHCP, ben, en fait, c'est dans ces deux points Windows System 32, il y a un exécutable qui s'appelle svchost.exe et la commande c'est -k local network services restricted-p. Voilà, c'est comme si, quand vous démarrez votre ordinateur, l'ordinateur fait démarrer, exécuter, et il écrit svchost.exe-k-local services-p. C'est ce qui lance le client DHCP. Ça se lance comme ça. Et ce sera vrai derrière chaque service. Derrière tous les services, vous pouvez trouver le nom du processus. Si on appelle ça des processus, vous voyez bien que c'est un exe, hein, c'est un programme. C'est là qu'on les trouve. Et les fichiers .dll, du coup, oui. Ça, on a dit que c'était des librairies, c'est oui. ça? Oui. Et ça, c'est utile au programme. Oui. Donc, et les programmes vont piocher dans la librairie pour oui. utiliser... C'est exact. Ok, ça marche. Il y a de fortes chances que svchost.exe utilise des DLL qui sont dans System 32. Hein. Okay. C'est sûr. D'accord? Donc, il est possible aussi, si vous le souhaitez, pour une raison quelconque, d'arrêter un service. Un service arrêté, vous pourrez après le démarrer. Donc, le cas classique, c'est un service est arrêté. Ah non, j'aurais pas dû arrêter celui-là. Il est arrêté. Pardon. Un service qui en démarrage automatique n'est pas en cours d'exécution. On va essayer de le démarrer. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un service soit automatique et arrêté. Ça fait partie des choses que vous devez vérifier en cas de problème sur une machine. Alors je vais vous montrer un petit truc. Plutôt que de vous faire la liste de tous les services là et de chercher qui sont en automatique, vous pouvez trier par colonne. Ici. Donc si vous cliquez une fois sur type de démarrage, ça a mis tous les démarrages manuels les uns à la suite des autres. Tous ceux qui sont en automatique désactivés, ils sont tous à la suite les uns des autres. Donc là, il suffit de monter et je vois que tous mes services qui sont en automatique sont en cours d'exécution, en cours d'exécution, en cours d'exécution. Ils sont tous en cours d'exécution. Ah, je vois que là, j'ai des automatiques pas en cours d'exécution. Alors là, c'est un petit peu spécial. C'est le gestionnaire de cartes télémétriques. Alors c'est autre chose, mais c'est surtout, c'est du automatique, mais il y a écrit début différé. Alors les automatiques des débuts différés et les automatiques des débuts différés à déclencheur, ils démarrent toujours après les autres. Ils attendent qu'un événement ait lieu pour démarrer. Donc vous pouvez dire les débuts différés, c'est du démarrage, mais à la demande. Donc c'est pas anormal d'avoir des services qui sont en automatique début différé, qui, je le vois, ne sont pas en cours d'exécution. Ils attendent un événement. Alors évidemment, cet événement, ça dépend de chaque service. Hein. Bon, je ne connais pas tous les services. Hein. Loin de là. Donc là, typiquement, pour le client DNS, en fait, ce qu'il peut attendre, c'est que nous, utilisateurs, on clique sur le... Ah non, je suis automatique, je sais plus en tête. J'ai rien dit. Bah ça tombe bien, j'ai rien entendu. Donc ça démarre. Non, mais on est lundi matin, il y a eu le week-end qui est passé, je comprends. Faut se dérouiller un peu le cerveau. Avec les fêtes de Noël et tout, c'est pas... Ah, c'est vrai qu'on a un petit peu abusé. Hein. Ah, la petite bûchette là. C'était bon. Vas-y, chocolat. Et donc, vous avez aussi des services qui sont en démarrage manuel. Voilà.
Voilà, je suis dedans. Donc là, les démarrages manuels, bah, ça porte bien son nom, c'est à la main. Donc, en général, les démarrages manuels, ils sont démarrés par des logiciels. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Sullivan, il demandait à ce qu'on regarde son ordi. Ah oui, il est pas là? T'as pas lu la suite? Ah bah, J'ai pas vu la chose, je viens de voir le message que maintenant. Eh oui, on a démarré. Ouais. Ah, ok, cool. bah, il est... Non mais même Discord, tu le lis pas. Si, mais je sais pas pourquoi sur le téléphone ça arrive en retard. C'est pas bon, ouais, je reçois la notification comme maintenant en fait. Ah ouais, bah, ah oui, effectivement, oui, c'est un charme. Ah ouais? Bah, tu me montreras. Donc voilà, donc les services qui sont en manuel, voilà, ils sont démarrés à la demande. Donc les services, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller vérifier quand il y a des problèmes. C'est évidemment quand quelque chose ne fonctionne pas, on vous conseille fortement d'aller vérifier rapidement la liste des services, trier par type de démarrage, et d'un coup d'œil, je vois tout de suite s'il y a une situation anormale. Si voilà, j'ai tous mes services, c'est bon, ils sont tous en cours d'exécution, donc bah, le fonctionnement est normal. Arrêtez-vous automatique. Hein. Les débuts différés, je vous ai dit, ça c'est potentiellement normal qu'ils ne soient pas démarrés. Et ce qui m'intéresse, c'est tous les démarrages automatiques. Mais comment peut-vous savoir quel service doit être en automatique? Ah ça, on peut pas le savoir. À moins de connaître par cœur la liste de tous les services. C'est pas ça. Le fonctionnement normal, c'est les services qui sont en automatique doivent être démarrés, premièrement. Alors effectivement, après, peut-être que quelqu'un, je reprends le client DHCP, hein, il y a peut-être quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de changer le type de démarrage du client DHCP et il l'a mis en manuel, ou il l'a mis en désactivé. Alors ça, c'est pas normal. C'est là où, après, il faut aller plus loin. C'est quoi ton problème? Est-ce que ton problème, il peut être lié à un service? Voilà. Mon ordinateur n'a pas d'adresse IP, c'est peut-être le service DHCP qui est en panne, mais ça veut dire que tu connais, tu sais qu'il y a un service client DHCP. Et là, c'est les compétences personnelles. On ne peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir. Mais il y a des services connus, bon, comme le client DHCP, mais ça peut être dans les procédures. C'est-à-dire que tu vas avoir dans l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, tu vas avoir en réponse de ton IA préféré qui va te dire « Va vérifier que le service Tartampion soit bien démarré ». Et là, quand vous voyez ça dans une procédure, sur un blog, dans un email, quelqu'un vous dit « Vérifie le service », ça veut dire vous allez là, dans la console service, vous allez chercher le service qui s'appelle, bah, comme on vous l'a dit, et vous vérifiez, je vois que ce service qui s'appelle Spooler d'un... Spooler, bon, c'est un truc de piscine certainement, c'est un spoiler, donc c'est divulgateur. Est-ce qu'il est bien en cours d'exécution? Ah oui, il est bien en cours d'exécution. Ou au contraire, bon, je vais l'arrêter, hop là, j'arrête ce service-là, donc on va me vérifie que le spoiler d'impression, il est démarré, j'arrive, je vois, il est en automatique, et ah, il n'est pas en cours d'exécution. Sa mère les paupiètes. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la fin des films. Parce qu'on n'a pas le spoiler. Donc évidemment, je vais réparer mon problème en faisant clic droit de souris sur le bon, démarrer. Je fais une petite prière. Ah, c'est bon. On va voir la fin des films. On a le spoiler qui est démarré. Donc c'est une console à connaître. Parce que c'est une console qu'on utilise pour vérifier le bon fonctionnement d'un Windows. Cette console service, vous l'avez dans toutes les versions de Windows. Évidemment, là, je suis sur un client. Si j'étais sur un serveur, qui était serveur DHCP, dans la liste des services, il y en a un qui va s'appeler serveur DHCP. Vu que vous avez installé le service serveur DHCP, ça vous ajoute le service serveur DHCP. Si vous aviez rajouté sur votre serveur le serveur DNS, le rôle serveur DNS, vous auriez un service en plus qui s'appelle serveur DNS. Si vous avez, etc., à chaque fois que vous ajoutez quelque chose sur les serveurs, vous avez souvent un service en plus. D'accord? Donc c'est une console sur laquelle il faut régulièrement aller voir pour vérifier le fonctionnement normal d'une machine. C'est un très bon outil pour détecter des défaillances parce que tous les services en automatique doivent être démarrés. Et c'est un très bon indice quand il y a quelque chose qui ne va pas. On va visiter la console service. Tiens, mais je vais retourner sur le spoiler.
Alors, je vous ai dit que... Tac, tac, tac. Dans les propriétés, donc on voyait, tiens, ben ça tombe bien parce que comme ça, c'est un autre exé. Voilà, je sais que le spoiler d'impression, il s'appelle spool.lsv.exe. Voilà, le programme qui sert à spoiler les fins des films. Alors, vous avez un autre onglet qui m'intéresse un petit peu, qui s'appelle Connexion. Dans l'onglet Connexion, vous avez ici le nom de l'utilisateur qui est utilisé pour lancer ce service. Alors, on l'a vu tout à l'heure, enfin on l'a vu hier, vous vous souvenez le exécuter en tant que? Quand on lance des processus, ils s'exécutent dans l'environnement de l'utilisateur qui est logué. Les services, c'est pareil. Quand un programme service se lance, là je suis sur le spooler d'impression, on a dit que c'était spool.exe là, qui s'appelle. Ben, quand l'ordinateur démarre, il doit lancer ce programme. Mais il doit le lancer avec un compte. Il y a toujours un compte utilisateur qui lance un programme. C'est quel type? Il s'appelle système local. Alors c'est quel utilisateur système local? C'est pas le compte administrateur, c'est pas le compte Brigitte, c'est... Le compte qui est connecté? Non. Et non parce que, petit rappel, ce service, il démarre quand? Quand l'ordinateur démarre. Voilà. Question. Quand vous démarrez un ordinateur, est-ce que les sessions sont ouvertes? Non. Donc il n'y a personne de logué encore. Sauf que ces services, il faut qu'ils démarrent. Vous le savez déjà, client DHCP, il faut que vous ayez récupéré une adresse IP avant d'ouvrir la session. Hein. Eh bien le compte système, C'est le système. c'est le système d'exploitation. Oui, C'est c'est Windows ça. en fait. Oui, parce que j'ai vu qu'il avait déjà des droits C'est- sur certaines choses. Il a déjà des droits. Vous allez assez souvent retrouver cette notion, ce qu'on appelle le compte système. Là, il écrit système local, mais c'est système. C'est votre ordinateur. C'est Windows en lui-même. C'est lui qui gère, quoi. C'est lui qui est, voilà. C'est lui, who's in charge. System is in charge. C'est lui le boss. Et donc ça représente votre ordinateur. Et donc ça veut dire que cet exécutable-là, le spoiler, il est lancé ni par le compte administrateur, ni par le compte de Brigitte. C'est le compte d'ordinateur qui le lance. C'est votre Windows qui le lance. Et donc c'est quelque chose que vous allez trouver dans cette colonne-là. Voilà, vous avez. D'accord. C'est bien écrit, hein. Vous voyez cette colonne, elle s'appelle « Ouvrir une session en tant que ». Je trouve pas ça terrible comme nomination. C'est plutôt, à tes souhaits, Merci. le compte utilisé pour lancer le programme. Et vous voyez, bon, vous avez du système local, du service réseau, il y a différents comptes systèmes locaux qui ont plus ou moins de droits en fait. L'objectif ici, par exemple la différence entre système local et service local, système, c'est un administrateur. Service local, c'est un utilisateur. Donc le compte service local, il a moins de droits que le compte système. Pourquoi est-ce qu'il y a ces différents comptes-là? C'est parce que on veut donner le moins de droits possible. On l'a vu hier, même quand on est administrateur, les choses ne se lancent pas en administrateur. Ben, c'est pareil pour les services. Pour éviter des failles de sécurité, on essaie de lancer les services avec les comptes qui ont le moins de droits possible. Pour éviter, en cas de faille de sécurité, que quelqu'un prenne le contrôle du spooler d'impression, et avec spooler d'impression, j'accède à toute la machine. C'est pour ça, on essaye de les lancer avec le droit minimum. Donc cette notion de compte système, on la retrouvera plus tard. À plein de moments. C'est quelque chose à connaître. Et ce compte-là, on ne le voit pas. Vous vous souvenez, on est allé dans la SAM. Est-ce que dans la SAM, il y a système? Non, il n'y est pas. Il s'était caché. Vous ne pouvez pas y accéder comme ça. On ne peut que l'utiliser, mais on ne peut pas ni le modifier, ni spécifier son mot de passe, ou quoi que ce soit. Il est utilisable pour les services, mais c'est tout. Un truc pas mal aussi, c'est l'onglet récupération.
c'est un onglet qui est utilisé. Que se passe-t-il quand le service est défaillant? Pour une raison quelconque, mon service spoiler, il s'est arrêté. Bah, le système va essayer de le redémarrer tout seul. S'il se réarrête, il réessaye. Et à la troisième défaillance, il fait rien. Attention, j'ai déjà vu ça. Je ne sais pas pourquoi, mais imaginons que votre service spoiler, il défaille à cause d'une DLL corrompue ou peu importe. Ça va redémarrer en boucle en fait. Ça redémarre l'ordinateur en boucle. Donc, je comprends pas. Brigitte, elle vous dit, bah, je fais rien. Et d'un seul coup, mon ordinateur, il redémarre tout seul. Ah oui, parce qu'on a mis redémarrer l'ordinateur. Et ça craint. Donc, à ne faire que pour des services extrêmement importants. Des services vitaux. Bon, ce qui n'est pas le cas du spoiler. Ça peut être pratique, le redémarrage du service, pour qu'il s'auto-répare s'il y a un plantage. Et il redémarre tout seul. Ça marche? Des questions sur les services? Voilà. En fonctionnement normal, on n'y va jamais. Hein. On n'y va que en cas de problème. Ou, ah oui, si j'ai déjà vu ça, des volontés d'optimisation de Windows. Ouais. De gens qui disent, ah Windows, bah, par exemple, c'est un bon exemple. Quand un Windows il est installé normalement, il y a plein de services qui sont installés, qui sont démarrés, qui servent à rien. Ouais. Donc comme c'est des programmes, Et ça- bah ça consomme. Ouais. Ça consomme des ressources. Donc vous avez des petits malins qui vont vous dire, oh là là, tu sais que le service licence de client il sert à rien celui-là. Hein. Bim, je le mets en désactivé. Tu sais que le service biométrie Windows il sert à rien, je le mets en désactivé. Alors, c'est tout à fait imaginable. Hein. Il faut juste savoir à quoi sert chaque service. Ouais. Voilà, le service de biométrie, c'est pour la reconnaissance des empreintes digitales. Si votre ordinateur, effectivement, n'utilise pas du tout la biométrie, on peut tout à fait le mettre en désactivé. Sauf que le jour où vous mettrez un truc de biométrie en place, il faudra penser à changer le Les type de paramètres. démarrage et le remettre en manuel ou en automatique. Ça ira avec. Donc oui, vous pouvez optimiser votre Windows. Il faudra se souvenir que vous avez modifié les services. Forcément. Parce que sinon, ça fonctionne moins bien. Si les services ne sont pas démarrés. Mais c'est plus rapide. Comme on dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Bon, c'est dommage que notre DJ préféré soit pas là. C'est justement ça, les versions optimisées de Windows, là, son machin coccinelle. Oui. Bah souvent, il prépare des Windows et il désactive un max de services. Comme ça, ah bah oui, il va plus vite. Ouais, il va plus vite, mais quand tu fais imprimer, ça imprime pas. Ah bah c'est dommage. Oui, mais il va plus vite. Donc oui, c'est facile à faire. C'est à vous de voir ce que vous sacrifiez pour avoir le fonctionnement qui vous intéresse. Ça marche? Voilà, donc la console service, il faut que vous la connaissiez. Ça fait partie du dépannage classique. Ça fait partie de l'optimisation éventuellement de Windows si vous voulez. Mais il faut savoir que ça existe, savoir y aller, savoir redémarrer, savoir connaître l'état d'un service et savoir redémarrer un service. Tout ça fonctionne évidemment aussi en ligne de commande pour ceux qui veulent se la péter. Les commandes à connaître. Net, start, le nom du service. Et net, stop, le nom du service.
Donc si je vous demande, est-ce que, par exemple, vous pouvez me faire ça? Hop. Est-ce que vous pouvez en ligne de commande, hop, comme ça on va le voir, m'arrêter le service spooler d'impression? À bout de la flèche là? Est-ce que tu le vois? Le spoiler. Ah oui, spoiler d'impression. Faut l'arrêter. Ouais. Alors, il est arrêté? Oui. Bon, vous pouvez le redémarrer en ligne de commande? Non, ça marche pas. Non? Vous pouvez pas? Ah là 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 là! Tu déconnes. Non. Il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Chez Dodo, ça n'a pas fonctionné? C'est parce que je l'avais pas lancé en ami. Ah, ça disait quoi le message? Ah, ok. Ah, dommage. Tu fais notre stop et tu fais donc directement le. Ah non, j'ai le pas. nom. Tu l'as fermé? Non, mais c'est pas ça. En fait, tu tapes. Tu fais ça. D'accord. Le nom du service n'est pas validé. C'est vraiment des desktop service. Sur le portail des services. Les noms du service sont utilisés comme nom de service. Ça ici là. Nom du service. Est-ce que tu as sélectionné? Ah c'est là, juste ça. Ouais. Ok. Ouais, mais j'ai acheté au début, je me suis dit que c'était le nom de l'exécuteur, mais en fait, non, c'est tout simplement le nom. Ouais, c'est ce que je faisais, moi, c'est le nom d'exécuteur. Ah ok, d'accord. Ouais, mais alors, nom du service. Donc, on a dit. Tout simplement. Je fais le nom aussi. Le nom de service n'est pas valide. Je vais l'imprimer. Ah oui. Pour le dire. Alors, est-ce que vous y arrivez? Ouais. Oui? Qu'est-ce que vous avez écrit? Couleur d'impression. Net stop, couleur d'impression. Entrée. C'est net stop. Et ça l'arrête. Ça arrête le service. Cool. Vous avez écrit que NetStop, spooler d'impression, comme ça? Spooler. Moi, j'ai mis couleur d'impression. Ah ouais? Et ça m'a fait arrêt. Vous avez pas eu de message d'erreur? Parce que j'ai écrit le service spooler d'impression s'arrête. NetStop, spooler d'impression. Et quand tu vas dans le fichier, dans service, ça. En faisant comme ça a fonctionné. Bah ouais. Et pour le redémarrer, c'est Netstar. Ah ouais. Mais c'est spooler avec deux O, c'est pas O. Il faut le mettre en anglais. S-P-O-O-L-E-R. Ouais, c'est avec deux O.
Pourtant, Eh oui. Putain, la traduction française, elle a jamais tout bon, quoi. il y a écrit spooler là. Ouais. Oui, mais quand on double-clique dessus... Ah, un qui l'a. Vas-y, je t'écoute. Alors attends, il est où 6, hein, c'est ça. Ouais, si, ça. Voilà. Allez, Dans deux sortes. il y en a un qui a écouté. Vas-y. Quand on clique dessus, on a le nom du service ici. C'est sûr. Donc on a bien dit net start nom du service. Et oui, Il faut utiliser ça. il faut utiliser le nom du service et pas le nom complet du service. C'est ça. Alors c'est là où c'est comme ça, hein. Parce que là on pourrait se dire ah j'utilise spooler d'impression parce que c'est ce qui est écrit dans la colonne nom, Ouais. mais là c'est le nom français. Mm. Le vrai nom du service c'est Spolé. Pour les... C'est Spolé. C'est quoi ce On aurait pu se dire aussi ah mais je vais essayer spol lsv.exe. J'ai commencé par ça. Non plus. Mais c'est là où, où c'est la lecture. C'est le nom du service. Et le nom du service, c'est spooler. On va la enclencher. Donc, hop. Let's stop. Spooler. Le service est arrêté. Et là, ça fonctionne. Pourquoi moi ça me marche pas? Et bien sûr, net start. Spooler. Oh, le vieil piège. Pour moi ça me dit accès refusé. Ah, bah il y a quelqu'un qui a pas écouté. T'es pas un admin. Formidable. Allez, on va pouvoir avoir la... Ah, voilà, magnifique. Accès refusé. Ah ouais, non mais en fait. Eh ouais. C'est Polo, il a pas les Oh, magnifique, magnifique. Je te remercie de l'avoir fait. Ouais, j'ai Alors, comment on j'ai fait oublié celle-là. Ah, pourtant, je crois que quelqu'un nous l'a rappelé ce matin même. J'ai pas dû entendre. Je T'as sais pas plus. écouté le J? Attends, comment on fait déjà? Il l'a dit. Le JCES, Le J, là. Il a dit, mais. Il l'a dit, ouais. C'est-à-dire. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Non, ça c'est capture d'écran, rien à voir. Control Shift. Non, Tu as non. écrit Shift hier. Ouais. Ah ouais, CMD. Non, non, Tu non, faisais- non, 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 Vas-y. non, non. C'est dans ton. Je- Voilà. On attend que t'aies Attends, fini de attends, cliquer. Attends. Bon, bah moi j'attends que t'aies Ah. fini de cliquer. Non, vas-y. Je touche à rien là, c'est que. la Tu peste. touches à rien? Ah bon, ça, la souris se déplace Ouais. comme ça alors. Ah, mince. je touche à rien. Oula. Eh, dis-moi Je le touche petit à lutin. rien. Oh, mais tu sais qu'il lui a mis la tête à l'envers aussi là. C'est pour ça, le lutin il a la tête à l'envers. ne touche pas le bouton. Est-ce que tu peux appuyer sur la touche Windows de ton clavier s'il te plaît? Juste une fois. Tu écris CMD, Mhm. CTRL SHIFT entrée. Maintenant tu réponds Ok. oui. Ouais, je l'ai aussi. Ah, il y a bien écrit administrateur 2 points en haut. Ouais, Alors, net stop espace ah ouais, c'était. spooler, spoler, entrée. Le service spolaire d'impression s'arrête. Le service spolaire d'impression est arrêté. Ok, ok. Putain de formateur à la con, là, il fait des pièges exprès pour nous faire Non, utiliser mais- les trucs qu'on a vus la veille. Franchement, c'est moche. Voilà. On tente de le redémarrer Ah merde. maintenant qu'il est stoppé. Vas-y. Parce que là, on n'aura pas la fin des films. Hein. C'est ça. On sera pas divulgaché là. On va pas des spoils. Donc démarrage de service. Non. Démarrage du service. Ah non, 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 non. Donc la com La gobe, oui, vas-y, je t'écoute. La Merci. commande. net espace start espace le nom du service. Entrée. Le service pour l'ordre d'impression démarre. C'est bon, on a la fin des films. Et oui, vous voyez bien que c'est le piège. Certaines commandes, par exemple celle-là, arrêter ou démarrer les services, il faut avoir le droit d'administrateur pour le faire. Brigitte n'a pas le droit d'arrêter ses services. Et quand vous êtes connecté avec un compte qui est administrateur, mais qui est pas vraiment le compte qui s'appelle administrateur, l'invite de commande, elle n'est pas lancée avec les droits d'administrateur. C'est pour ça que ça disait accès refusé. Ouais,
En gros, est-ce qu'on peut savoir via ouvrir une session en tant que tout ce qui est système local, ce sera en administrateur qu'il faut les lancer? Non, non. Non ou- Tous. Tous. Même les, Le droit d'arrêter un service, il n'y a que les administrateurs qui l'ont. D'accord. Voilà. Brigitte, elle n'a pas ce droit-là. Aucun utilisateur n'a le droit d'arrêter un service. Ni de le démarrer d'ailleurs. On aurait pu avoir le problème. Brigitte, elle est au téléphone, machin, elle voit. Parce qu'accéder à la console, on peut. Mais c'est faire clic droit de souris, démarrer ou arrêter qu'on peut pas. Elle fait clic droit de souris, démarrer, bah, ça lui dira que c'est refusé, elle peut pas. Donc c'est pour ça que des fois, bah, la problématique sera le service il est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Bah, bien souvent, pour le dépannage, qu'est-ce qu'on fait? Allô Brigitte, redémarrez votre machine. C'est ce qui permet de redémarrer l'ordinateur. Et donc, tous les services qui sont en démarrage automatique, ils sont censés démarrer avec l'ordinateur. Et c'est très souvent pour ça que la solution du problème est redémarrer la machine. Parce que ça a fait redémarrer tous les services. On ne sait pas pourquoi le service s'est arrêté. On sait juste qu'il fallait qu'il soit démarré pour que ce soit opérationnel, donc bah, vous redémarrez. Et c'est vrai pour bah, toutes les machines, on vous l'a tout le temps dit. Hein. Comment vous dépannez? Alors d'abord, tu l'éteins, tu le rallumes. Et cette notion de service, elle existe, mais partout. Dans tous les Linux, dans vos montres, dans vos autoradios, dans vos bagnoles. Il y a plein de services qui se lancent automatiquement. Ils sont arrêtés pour une raison quelconque. Allez, on éteint, on rallume. Et ça refait tout redémarrer. C'est pour ça que c'est la technique numéro 1 de dépannage. Dans le doute, tu rebootes. Si ça rate, tu formates. Je déconne. C'est un peu bourrin, oui. Ne faites pas ça. C'est une blague. Déjà, faites gaffe hein, au reboot. Hein. Ouais. On a déjà parlé. Hein. Des fois, il y a les- Faites attention à ce que vous rebootez. Hein. Si c'est le poste de Brigitte, ça va. Hein. Si c'est le serveur DNS, ça va pas du tout. Ah, ouais. Non, non, non. Enfin, si tu le redémarres, mais t'attends 22 heures. Hein. Tu le fais pas à 14 heures, hein, redémarrer les serveurs. Hein. Sinon, le téléphone il va sonner. Ah bah ça risque de sonner. Alors évidemment, mais des fois on a ces problématiques-là. C'est le serveur DHCP. Imaginez, hein, c'est le serveur DHCP. Le service serveur DHCP est arrêté. Vous essayez de faire clic droit de souris démarrer et ça échoue. Bon bah de toute façon, le service DHCP il est au tas. Il marche pas. C'est normal, il n'a pas de jambes. Donc là, on peut se permettre de redémarrer le serveur. Parce que de toute façon, le service qui est hébergé, il est plus opérationnel. Donc le téléphone, il sonne déjà. Hein. Il est déjà en train de sonner le téléphone. Donc bon, là, on peut le redémarrer. Mais sinon, non. Hein. C'est pas à faire comme ça, à la légère. Oh, comment il est trop tombé dans le piège du exécuter en tant qu'administrateur. Il est bien niqué. Voilà, donc ça fonctionne. Des questions? Parfait. Ce sera pour demain matin les questions sur les services. Allez. Après les services. Fermé. Ah bah j'avais laissé des services. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié un petit quelque chose. C'est l'onglet. Pardon, l'onglet dépendance. Je sais pas ce que j'ai pris comme service, mais c'est pas très grave. Voilà. C'est écrit là. Dépendance. Ce service dépend des composants système suivants. Ça veut dire que le service sur lequel je suis, là, qui s'appelle licence de client, là, je sais pas quoi, il dépend du service appel de procédure distant RPC. Ça veut donc dire que si le service appel de procédure distant RPC s'arrête, le service sur lequel je suis va s'arrêter aussi. Donc il faut faire attention, il y a des fois l'effet domino. C'est-à-dire que vous avez un service qui s'arrête, dans sa chute, il va entraîner d'autres services. Et des fois, bah, c'est le problème. C'est pas le service sur lequel vous êtes qui est le problème, c'est le service duquel il dépend. Bon, on va aller voir, par exemple, je vais aller voir ce service-là, là, appel de procédure distant RPC. Je vais aller voir où il est. Il est où mon appel? Voilà, c'est celui-là. Il est en cours d'exécution, bah tant mieux. Et appel de procédure distant, dépendance. Ouh là là, sa mère lipopiette. Alors, le service appel de procédure distant lui-même dépend de le DCOM et le mappeur de point de service. Mais alors là, Oui. voici tous les services qui dépendent de appel de procédure distant RPC. Autant vous dire que si ce service s'arrête, vous avez tout ça qui s'arrête.
ouais. Faut mieux pas qu'il s'arrête celui-là. Ouais. Faut mieux pas. Celui-là, s'il s'arrête. Là, tu On dis est mort. à la cliente, bon, l'ordi est mort, faut le changer. C'est. Bah là, typiquement, vaut mieux lui dire redémarrer la machine. Ouais, Là, ça va. Là, ça va aller plus vite. D'ailleurs, alors, c'est un service tellement important, appel de procédure distant, que vous voyez, lui-même va redémarrer l'ordinateur s'il plante. Ah, ouais. Celui-là, il est fondamental et indispensable au bon fonctionnement de Windows, ce service-là. Pour la petite histoire, un virus, il y a fort longtemps, arrêtait ce service-là. Donc c'était un virus, c'était très cocasse, parce que tout le monde disait, mais ce virus-là, qui s'appelait Blaster, il redémarre la machine. C'est un virus qui redémarre les ordinateurs. Mais pas du tout. C'était un virus qui arrêtait un service, et c'est ce service-là qui, dans les dépendances, avait redémarré l'ordinateur. Parce qu'il était arrêté. Donc c'est une époque où c'était la course contre la montre, tu démarrais ton ordinateur, 1 minute plus tard, il redémarrait. Puis au bout d'une minute, il redémarrait. C'est chaud. Mais là, les lignes de commande, c'est pratique. Ouais. Parce que les redémarrages automatiques, on peut les interrompre. Ouais. Donc là, il fallait vite l'interrompre. Et une fois qu'il était interrompu, tu pouvais lancer ton antivirus, qui nettoyait. Mais pendant le lancement, il fallait vite réinterrompre les redémarrages. Il fallait, toutes les 30 secondes, relancer la commande qui arrêtait le redémarrage. Arrête le redémarrage, arrête le redémarrage. Donc vous voyez, vous avez parfois des services comme ceux-là où tout est grisé. Même l'administrateur ne peut pas faire de changement là-dedans. Même pas. C'est trop sensible. Donc celui-là, il risque pas de... Voilà. Hop. D'ailleurs, vous voyez, c'était un bon exemple. Il n'utilise pas le compte système local, il utilise un compte qui s'appelle service réseau. C'est un compte sur lequel vous n'avez pas la main. Okay. Et il a très peu de droits, service réseau. C'est le plus petit qu'on puisse avoir. Il n'y a que Windows qui a la main. Ouais, il n'y a que Windows qui a la main dessus. Nous, on n'a pas la main dessus. Tu n'as pas le mot de passe. Si, c'est point. Le pire, c'est que c'est ça, c'est que des points. Ça, c'est de la merde. Ça, ce serait fort. C'est que des espaces. Qu'un espace. Ah, tu peux le faire parce que si tu as le code ASCII du point, gros point, tu fais 15 fois le code ASCII de ça, puis ça te fait point. C'est quoi ton mot de passe? Point. Ça, c'est du caractère spécial. Hein. Quand tu cliques sur l'œil, je comprends pas, il marche plus l'œil. Ah, ce mec est un génie. C'est un génie. Allez, le sujet suivant s'appelle le registre. Enfin, on va faire un truc intéressant. Putain, qu'est-ce qu'on se faisait chier. Il était temps. Enfin, des choses sensibles. Ouais, t'as raison, tout ce qu'on a fait avant. Le dossier Windows, vas-y, Shift, Sup, c'est bon, ça dégage. C'est une genre de décoration. Ouais, le registre, ça prend trop de place, ça supprime. Oui, ça sert à rien. J'ai dit. Donc je vous invite à faire Windows R et de taper Regedit. C'est l'outil qui va nous permettre d'aller faire des manipulations dans le registre. Alors, la question du jour est... Qu'est-ce... Ah, je l'ai pas entendu. Ouais, je disais, c'est Edith qui fait du reggae. Oh, Regedit. Ça va être une bonne journée aujourd'hui. Fin de semaine en général. Ça commence à lâcher la bride. Ouais. Regedit. Alors, donc, question, mesdames et mesdames, c'est quoi le registre de Windows? C'est une question, selon vous. Pour ceux qui connaissent, je vous écoute. Ah bah il y a quand même quelqu'un qui connaît le registre là, vous avez dit ah. Bah oui, parce que c'est intéressant.
Oui, mais ça, vous en avez déjà entendu parler alors, quand même. Dedans, il y a des programmes, il y a aussi des Non, matériels. bah alors, base de données. ni l'un ni l'autre, 0-0. Ouais, je sais pas qui c'est qui t'en a parlé, mais il t'a Il menti. y a des pilotes dedans. Non plus, encore moins. Non, 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 On non. retrouve des licences, Il y a- on retrouve des licences dans le logiciel. Quand on installe le logiciel, on peut retrouver Ou assez possible, mais là, ça dépend. Voilà, c'est trop vague. C'est que de la config et des paramètres du système. Voilà, c'est ça le registre. Donc le registre déjà, c'est que du texte. Donc dans le registre, il n'y a que du texte. Ce texte contient quoi? Bah plein de choses, et comme tu l'as dit, ça contient la configuration de Windows, la configuration, les paramètres de votre système, les paramètres des applications, la configuration des applications. Donc effectivement, tu disais qu'on pouvait peut-être retrouver un numéro de licence dans le registre. Oui, c'est tout à fait envisageable qu'il y ait des numéros de licence de logiciels qui soient écrits dans le registre, vu que un numéro de licence, c'est du texte, et que le registre, ça contient du texte. Donc, ça, c'est cohérent. Ça peut tout à fait se... Ça contient la configuration Windows. Alors, du c'est système la config du et des système, applications. ouais. C'est la config. C'est ça. Toute la configuration de votre machine se trouve stockée dans le registre. Donc c'est effectivement, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, quelque chose de très sensible, le registre. Du système. Du système. Windows, de tout Windows. Il y a aussi la configuration des logiciels. Donc, j'ai envie de dire, lorsque vous allez dans le registre, Artung, Arrotung, Peligroso, Amenoja la velocidad, Demasiado. Dangerous. ¿Entiendes? C'est un logiciel microchip. Alors, Il va avoir des problèmes. le registre se compose de deux choses. Il y a deux éléments dans le registre. Il y a ce qu'on appelle les clés et ce qu'on appelle les valeurs. Mais le plus important à comprendre, c'est les valeurs. Et ce n'est pas une blague. Ça s'appelle les valeurs. On va reprendre l'exemple de la licence. Il y en a qui cherchent Christophe sur le chat. Ouais, Qu'est-ce c'est qui ce se que passe j'ai vu là. Oula, ailleurs les FADA TSSR. Ne Comment ça? venez à l'Adrar. Je sais pas ce que c'est l'Adrar. Allez-y, hein. Octogone. Ouais. Voilà, mais avec mon genou pété là. Non, mais t'as ton truc là. Ah oui, j'ai le China. Ouais, j'ai aussi un sabre laser. Donc j'en prends un dans chaque main, bim. Non, valeur. La violence n'a jamais rien résolu. Non. Alors. L'humiliation publique, oui. par Ouais. contre. Ça, c'est mieux, ça. Donc je disais, dans le registre, vous avez ce qu'on appelle des clés et des valeurs. Ouais. Si vous voulez faire une comparaison, c'est la même chose que sur un disque dur, vous avez des dossiers et des fichiers. Les dossiers dans un disque dur, ça sert à quoi? Des fichiers. Ouais, si tu veux, mais pourquoi tu stockes des fichiers dans des dossiers? Pour réunir. Pour les classer. Ouais, pour le classer. Voilà. Le dossier ne sert qu'à une seule chose, organiser vos disques durs. C'est la même chose dans le registre au niveau des clés. Les clés, c'est fichiers, et les valeurs, ça représente. Non, c'est l'inverse. C'est exactement le contraire. Mm. Donc ce qu'on appelle les clés de registre, Les- c'est comme les dossiers. Ouais. Donc les clés de registre, ça sert à organiser votre registre. Et les valeurs, c'est comme les fichiers. Donc je vais vous faire deux phrases en parallèle. Première phrase, un dossier, ça sert à organiser les fichiers sur votre disque dur. Vous comprenez cette phrase? Oui. Les clés, ça sert à organiser les valeurs dans le registre. Valeur. Mais qu'est-ce que c'est donc que l'ADRAR? C'est un organisme de formation. Ah ouais?
Tu connais, toi? Non, mais j'ai Non. regardé les avis un peu de ça et ça a l'air d'être mauvais. J'avais dit quoi sur l'illumination? Je sais pas, hein, j'ai regardé des avis, hein, mais... Ouais, mais bon, tu sais, l'internet, est-ce que c'est fiable? Non. Non, bah, Jamais. c'est bien connu, c'est jamais fiable ça. Ah bah oui. Donc, si vous regardez dans notre éditeur de registre, notre Regedit, ben vous voyez des machins qui ressemblent à des dossiers. Ben, c'est les clés. Donc vous avez, il y a écrit HK Clash Root, HK Current User, HK Local Machine, HK User, HK Current Config. Et dedans, c'est les valeurs. Alors, ben, ça dépend. Parce que exactement comme sur un disque dur, tu as des dossiers, mais des fois tu as des sous-dossiers. Bon là c'est pareil, tu as des clés et il va y avoir des sous-clés. Oui. Donc, dans le registre, on va aller dans, par exemple, HK Local Machine, Software, voilà, Microsoft, voilà. Donc là, vous voyez, vous retrouvez une arborescence qui ressemble étrangement à l'arborescence des dossiers. Bah, c'est fait exprès, vous avez une arborescence de clés. Donc j'ai une clé HK Local Machine, j'ai une clé Software, j'ai une clé Microsoft, j'ai une clé ADDS, j'ai une clé Provider, etc., etc. Bon bah, comme dans les dossiers, vous n'allez aller dans le registre que si on vous guide. Vous n'y allez pas à la fleur au fusil en disant je vais aller faire un tour là-dedans, on va voir ce qui se passe. Voilà, par exemple, je vous avais dit on a besoin d'un logiciel qui s'appelle SysPrep, je vous ai donné le chemin. Vous êtes allé dans C2, Windows, Système 32, SysPrep pour le trouver. Bon bah, le registre c'est pareil. Vous n'allez pas au hasard dans le registre. Parce que comme ça contient la config de Windows, si vous faites une bêtise dans le registre, vous pouvez flinguer Windows. C'est pour ça que j'ai dit Artung. On ne fait pas n'importe quoi. La plupart du temps, quand vous allez aller dans le registre, vous allez aller dans deux parties en général. Soit vous allez aller dans HK Local Machine, à tes souhaits. HK Local Machine, ça contient toute la configuration de Windows et des logiciels. Donc plus particulièrement, dans HK Local Machine, vous allez aller dans deux sous-clés. Celle où on va le plus souvent, c'est soit Software, soit Système. Alors j'ai dit le plus souvent, parce qu'il est possible d'aller dans les autres. Hein, elles ont toutes des utilités, c'est pas que décoratif tout ça. Vous trouverez un jour une procédure qui vous dira eh ben faut que tu ailles dans HK Class Root, blablabla, blablabla. Bon, c'est très rare. Hein. La plupart du temps, c'est soit HK Local Machine Software, HK Local Machine System, ou bien HK Current User. Alors, je vous ai dit que HK Local Machine, c'était pour la configuration ordinateur et application. Il y a quoi dans HK Current User? L'utilisateur qui est connecté. L'utilisateur qui est connecté, oui. Enfin, nous, la section claire. Oui. Donc, HK Current User, pour être très précis, c'est une partie de registre qui est dans le profil de l'utilisateur. Alors, ça me ramène à hier. Hier, je vous ai parlé des profils utilisateurs. On a dit qu'un profil utilisateur, c'était quoi? Les dossiers. Alors, c'est tout ça. C'est un dossier qui contient l'environnement de travail de l'utilisateur. Ça contient toutes ces informations, y compris une petite partie de registre. Quand vous êtes utilisateur, vous personnalisez votre profil. Il y a certains logiciels dans lesquels vous mettez des trucs qui sont propres qu'à vous. Eh bien, toutes ces personnalisations sont stockées dans le registre, mais dans une partie spécifique du registre, dans HK Current User. Donc, encore une fois, pour faire un dépannage, une implémentation, suivre une procédure, peu importe, on vous dira peut-être, il faut aller dans HK Current User. Parce que c'est un paramétrage individuel pour Brigitte. Donc il faut aller dans le HK Current User de Brigitte. C'est bon? Donc c'est les trois endroits où vous irez le plus souvent. Soit dans HK Current User, soit dans HK Local Machine Software ou HK Local Machine System. C'est ce qui est le plus souvent utilisé. Donc c'est là où
on va pouvoir reprendre l'exemple dont tu parlais, une licence de produit. Je cherche le numéro de licence de Adobe, Photoshop, machin, et on m'a dit que c'était dans le registre. Bah, il y a de très fortes chances que ce soit dans HK Local Machine Software. Et dans HK Local Machine Software, il y a peut-être un conteneur, donc une clé, qui s'appelle Adobe. Et dans Adobe, il y a Photoshop. Et dedans, il y aura une valeur. Donc si je reprends, j'étais dans laquelle? J'étais dans Microsoft. Voilà. Ah mais je suis déjà dans Microsoft, pardon. Voilà, donc je vais dans n'importe quel dossier. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous montrer les valeurs. Donc là, je suis dans la clé, bon, je l'ai choisi au hasard, hein, cette clé. Hein. Je suis dans HK Local Machine, Software, Microsoft, FuzzDS. Ça, c'est le chemin des clés et des sous-clés. À l'intérieur, vous avez un certain nombre de valeurs. Les valeurs se comportent comme les fichiers. Une valeur, ça a un nom, un type, et un contenu, ce qu'on appelle des données. Les fichiers, c'est pareil. Quand vous avez un fichier, est-ce que vos fichiers, ils ont des noms? Oui? Est-ce que vous avez des types de fichiers? Oui, c'est l'extension en général. Un point doc, c'est de quel type de document? Word. Voilà. Un point VHDX, c'est quel type de document? Donc c'est un disque dur virtuel. Un point zip, etc., etc. Vous avez plein de types de fichiers, ils ont tous des noms et ils ont un contenu. Il y a quelque chose dedans. Et bien les valeurs de registre, c'est pareil. Les valeurs de registre, elles ont un nom, un type et un contenu. Et c'est en général ça que vous devez faire dans le registre. Quand vous devez toucher au registre, ce sera soit créer une valeur, parce qu'elle est manquante, cette valeur devrait être dans le registre et elle n'y est pas, soit supprimer une valeur, il y a une valeur, elle est là, elle n'a rien à faire là, je la supprime, soit modifier une valeur. La valeur, elle existe, mais les données qui sont dedans, c'est pas les bonnes. Il faut changer les données qui sont dedans. Et vous voyez, c'est bien compliqué tout ça. C'est pour ça que vous n'allez jamais dans le registre au hasard. Si vous faites ça au doigt mouillé, si c'est aller trouver une information, on reprend l'exemple du numéro de licence. On m'a dit que dans le registre, quelque part, il y avait écrit le numéro de licence. Bon, bah, vous pouvez essayer de chercher. Vous irez, entre guillemets, qu'en lecture. Donc, vous ouvrez des valeurs et vous cherchez la valeur. Ah bah, celle de Langskin, c'était quoi la valeur? Bah, c'était 0. Voilà, il y a 0 dedans. Voilà. Ah mais non, mais moi c'était LM Importation machin, ah la valeur c'est F4 TFFF. Ah c'est bon, j'ai trouvé ma valeur. Mais quand il s'agit de modifier, créer ou supprimer, bon bah là c'est Hartung. Hein. Créer, c'est pas trop risqué. Alors modifier et supprimer, alors là, vous pouvez finir droit dans le mur. Hein. Donc non, ne faites pas n'importe quoi avec les valeurs de registre. Faites-le en étant guidé, en ayant trouvé une procédure. Finalement, là, on sait pas du tout ce qu'on fait, en fait. Exactement, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Des fois, c'est explicite. Des fois, bon, le développeur qui a créé cette valeur, parce que ce sont des développeurs qui font ça, il a peut-être choisi quelque chose de cohérent. Mais comme dans ma phrase, il y a développeur et cohérent, Ça va pas ensemble. ça s'appelle un... Un miracle. Non. Non, mais en français. Quand on... Ah, Ça ah s'appelle oui, un c'est paradoxe, non, non. un Un oxymore, oxymore. voilà. Exactement. Comme un homme intelligent. C'est Harry Potter, ça. Ça, c'est- Un oxymore, c'est une question Oui. d'Harry Potter, oui, Oui, c'est ça. Les fameux oxymores qu'il doit détruire. Ouais. Les oxymores. C'est un oxymore. Voilà, donc attention à tes souhaits, à ce que vous allez faire dans le registre. Toujours faire attention à ce que vous faites. Toujours y aller guidé. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Alors, on va faire un truc, pas trop dangereux. On va créer des choses, pour commencer. Donc, on va aller ici. Donc, je vais vous demander d'aller donc dans la clé software. Et, bon, bah, méthode ancestrale Microsoft, nouveau. Et on va faire une nouvelle clé. Comment ça? Alors, c'est là.
Comme vous feriez un nouveau dossier. C'est la même chose. Donc je crée une nouvelle clé qui s'appelle PJ. C'est mon application. Voilà, mon software s'appelle. Ça va planter, tu crois? Comment ça, la tradition est partout la même? C'est pas une tradition, c'est un fait. Les faits avérés sont pas des traditions. Et donc dans la clé que j'ai créée qui s'appelle PG, on va évidemment créer une nouvelle valeur. Et alors bon, là on a un petit peu de choix. On a un petit peu de choix dans les valeurs. Bah, c'est comme dans les fichiers. Quand vous faites un nouveau fichier, ça peut être un document texte, une image, un zip, ce que vous voulez. Bon, bah là c'est pareil. Alors, quand vous créez des valeurs de registre, on va créer soit des valeurs chaînes. La valeur chaîne, ça contient du texte. On reprend l'exemple du numéro de licence. Il y a de très fortes chances que dans le registre, les clés de licence, ce soit une valeur chaîne. Vu que les clés de licence, c'est du texte. C'est AF3145, ce serait une valeur chaîne. Bon, on va faire une valeur chaîne. Voilà. Puis d'ailleurs, tiens, on va l'appeler licence. Voilà. J'ai décidé de l'appeler licence parce que je suis un développeur cohérent. Et qu'est-ce que je mets dans la licence? Bah, j'écris ma licence. Voilà, donc, ma licence, c'est AZERTY. Voilà, j'écris mon numéro de licence. Voilà. Tout simplement. Voilà, vous venez de créer une valeur de registre du type chaîne. Wow, impressionnant, hein? Non, non, j'ai mis la vraie licence, hein. C'est le vrai numéro de licence du logiciel PSG, hein. Attention. Après, ben, je vais créer quoi? Bah, une valeur binaire. Bon, alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les valeurs binaires? Bah, c'est des 0 ou des 1. Voilà. Donc celle-là, je vais l'appeler QSDF. Et dedans, bah, on va mettre du binaire. Allez, hop, 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 on y va, du 0, du 1, du 0, du 1. Et ce qui est très bien, c'est que même si vous mettez des chiffres, c'est lui-même qui vous le traduit en binaire. Magnifique. J'ai mis n'importe quoi. Bien sûr, dedans. Pourquoi on dirait moi qui tape? Donc des fois, vous aurez peut-être ça à faire. On vous dira, il faut que vous alliez dans le registre, dans le chemin d'accès HK Local Machine, Microsoft Software PSG, il y a une valeur qui s'appelle QSDF. Et dans cette valeur binaire, au 6e caractère où il y a écrit 1, 0, il faut que ce soit 1, 1. Donc je mets 1, 1 à la place du 0. Alors j'ai fait une bêtise, là. J'efface le 0 d'abord. Et je vais mettre en 1. Ah, pardon. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai fait la modification, c'est bon. Mon logiciel va fonctionner à nouveau. Bon, normalement, quand on attaque cette partie du cours, ça vous rappelle, comme on trichait sur les jeux vidéo, il fallait éditer des fichiers texte, mettre des F à la place des A, on fait des FFFF, allez, bien fini. C'est la même chose. C'est tout pareil. Oui. Tu peux essayer de mettre 50, 53, 47 en valeur binaire? Enfin, avec que ça traduise automatiquement. Alors, tu veux que je mette combien? 50, 53 et 47. C'est beau, hein? Faudrait que je mette que ça, en fait. Et ça, c'est beau. Aïe, aïe. Merci, c'est gentil. Ah, le binaire, c'est Comment amuser le Allez. formateur. Donc on a fait une valeur chaîne, une valeur binaire. Alors ici, les deux suivantes, les valeurs D-word ou Q-word, c'est des chiffres. Et en fait, c'est un chiffre 32 bits ou 64 bits, c'est la taille qui va faire la différence. Alors apparemment, la taille, ça compte pas, mais bon, c'est pareil. Donc celle-là, ça va être taille, bien sûr. Donc dedans, j'écris la taille. 23. D'habitude, quand je dis ça, on me dit prétentieux, mais...
Quoi, c'est pas la- Attention, c'est attention, pas la norme attention, attention. Pardon? C'est pas la norme. Prétentieux. Et ça y est, évitez les embêter. Ah, le mec. Mytho. Incroyable. Et donc, attention, parce que vous voyez que quand vous rentrez un chiffre, soit c'est une valeur qui est en hexadécimale ou en décimale. Et bien sûr, 23 en hexadécimale, c'est pas 23 en décimale. L'hexadécimale, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est? Est-ce que tu sais compter en décimale? 10, 20, 30, 40, c'est ça? Oui, alors non, alors en général ça commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 décimales. L'hexadécimale, ça va jusqu'à 16. Mais ça s'écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, Ouais, E, après, c'est F. des lettres. Ok. Ça veut dire qu'en hexadécimale, la lettre A, ça vaut 10 10 points. en décimale. B, c'est égal à 11. Oh. Ok. Donc de l'hexadécimale, par exemple, bah, si ma valeur elle est en hexadécimale, si j'écris B, tu vois ce qu'il y a écrit? J'ai écrit en hexadécimale B, et il m'a mis entre parenthèses 11. 11. En décimale. Donc l'erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est dire il faut rentrer une valeur de registre qui est 23, décimale, et vous laissez en hexadécimale. Parce que 23 en hexadécimale, c'est 35 en décimale. Donc ça voudrait dire que c'est pas la bonne valeur qu'on a rentrée. Donc ça, il faut être c'est là où il y a le plus souvent des erreurs dans le registre. C'est des gens qui doivent changer des valeurs et qui font pas gaffe, qui sont en hexadécimale. Alors qu'ils voulaient mettre 23 en décimale. Mais il faut bien penser à cliquer ici, décimale. Ah ouais, c'est pas 35 que je veux. Ah bah non, c'est 23. C'est 23 en décimale. Et je fais OK. Et c'est là où j'ai déjà eu des gens qui disent mais je comprends pas, j'ai écrit 23 et lui il écrit 17. C'est normal, c'est 17 en hexadécimale. C'est égal à 23 en décimale. Je t'ai perdu là? Ah ouais, complet là. Alors je te le refais avec des chiffres plus bas. J'ai rien compris. Regarde. Je le fais avec 11. Parce que t'as pas mis de lettres après du coup. Ah oui, mais c'est parce que ça a fait le tour. Oh putain, comme Non, non, attends. Regarde. Imagine sur Marcel Dassault, sur un pingouin. Tu m'écoutes? Regarde. J'ai écrit 10 en décimale. En hexadécimale, ça va écrire combien? X. Raté. A. Oui, mais ça va. Ah non, je vais te l'écrire. Attends. Ah, c'est jusqu'à 9 et après 9, ça commence des lettres. C'est ça. On Ouais, fait je jusqu'à F parce que c'est jusqu'à Allez, t'es prêt? 0, 1, 2, 1. Oh là là. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusque-là, ça va? Ouais, jusque-là, ça va. En hexadécimale, je te le mets à côté, c'est la même chose. Je le mets à côté, ouais, mais il faudrait peut-être que je fasse pas de la merde. Pourquoi j'ai pris Word? Pourquoi j'ai pris ça? Excuse-moi, hein. Excel. Excuse-toi. Ah, je suis dans la VM. Oh là 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 là. Pourquoi on va jouer Arsenal? Allez, on recommence. Hop. 0. Merci. Allez, hop. Allez, on va même faire ça. Touc, touc, touc. Et hop. Voilà. Boum, 1, 2, 3, voilà. Si tu fais de l'hexadécimale. Après, ça va faire ici. A, A. En dessous. B, B. C, D, etc. Ça s'arrête à F. A, F, d'accord. Donc le chiffre d'après. T'es prêt? C'est 10. Et ça recommence en fait. Ça va jusqu'à 19 et après ça reprend A, B, C, D, c'est ça? Alors, non. C'est 1A. C'est 1A. Oh, Voilà. Donc ça va faire le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. plus chier que normal. En fait, faut pas le Mais dire. ça, c'est Si, développé. c'est 17, Les 18, chiffres, 19. c'est déjà pas assez compliqué, donc on va rajouter des lettres.
Et donc c'est pas 20, c'est un A, Ah ouais. un B, un C, Il faut convertir en binaire pour que un D, Oh, pardon, un E, un F, et après, du coup, on passe à 20. exact, 20. Après, ça sera 20A. 20 non, 21. Non, 22. t'as d'abord le Jusqu'à- décimal. jusqu'à T'as 21, 29, et 22, après, tu reprends. 23. Ouais, jusqu'à 29, et après, ça sera 20A. Alors, de nouveau. Oui, Non, 2A. 2A, 2A, oui, 2A, 2B, 2C. Tac, tac. Jusqu'à, voilà, si je 2A, c'est continue. 30. Ah non, c'est beaucoup plus que 30. Un C, c'est déjà 28. Ah oui, 1C, c'est 28. Oh, enfin. Voilà. C'est 41 2A. Bah oui, c'est logique. L'hexadécimal, ça pique un peu plus. Hein. Et ça, donc, on s'en sert jamais, c'est ça? Je dis pas qu'on s'en sert jamais, parce que si on s'en sert, il y a des gens qui s'en servent. Putain, j'en ai raté un d'ailleurs. J'ai raté 29, pardon. Donc 2A, c'était 42. On s'en sert beaucoup dans les notations scientifiques. On s'en sert aussi beaucoup. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose où il y a écrit 2A, FF, 41, 22, etc. Dans l'IPv6, on s'en sert. Les adresses IPv6, elles sont écrites en hexadécimal et pas en décimal. Donc on va s'en servir. Et ça, on va Tu prendre- vas le voir. Tu vas le voir. Ça, on va le voir. Très bien. Donc, Voilà. commence comme ça. Hein. Commence avec celui-là déjà. Et calculer le développeur sur Windows, c'est bien. Ouais. Oui, parce qu'en fait. C'est chaud l'hexadécimal. avec- Après c'est 16, une c'est un peu expression compliqué. définie, c'est pas comme l'IPv4. Tu peux vite te planter. Hein. Mais c'est pour ça, tu vois, bon, alors, quand il y a les lettres, bon, t'as un indice, ça aide un peu. Mais effectivement, quand t'es sur des lettres, sur des chiffres, pardon, qui sont comme ça, voilà. Attends, tu veux dire que 13, c'est égal à 19? Tout fiche mon gars. Oui, c'est 13 en hexadécimal, c'est 19 en décimal. Et quel est l'intérêt d'avoir créé ça? Pourquoi ils l'ont créé? Alors, ça sert à mettre plus de valeur dans moins de caractères. Ok. Regarde, tu l'as là? C'est tout simple. D, ça prend combien de cases? En largeur, voilà, c'est combien de symboles D? Une. 13, c'est combien de symboles? Un. Ah bon? Ah non, Il y a combien de symboles dans le chiffre 13? 2. Voilà. Ok. Ça prend moins de place? Ça prend moins de place dans la mémoire des ordinateurs. L'hexadécimal, c'est très utile pour économiser des caractères. Ça sert à ça. Ça fait que les mots que tu utilises, bon ici c'est des chiffres, ils sont plus petits. Mais ils veulent dire la même chose en décimal. Et pourquoi pas être allé jusqu'à Z, par exemple? J'en sais rien. En termes de lettres, non? Ah, peut-être parce qu'ils se sont dit 16, c'est déjà suffisamment compliqué. Ouais, j'imagine. Je sais pas, ils sont partis sur du 8, mais non, l'hexadécimal, ça existe depuis très longtemps, avant l'informatique. Hein. Donc, C'est à cause du quarté, non? Parce qu'en fait, ça se limite au Bah, bit c'est- à 1. je sais pas, c'est 2 x 8. Il y a peut-être un lien avec 8. Avec les octets. Est-ce qu'on a... Ouais, tiens, est-ce qu'on a un truc qui est à 8 de largeur? En effet. Oui, oui. Peut-être. Voilà, mais l'objectif de l'hexadécimal, c'est ça. C'est utiliser moins de caractères pour faire passer plus d'informations. Ok. C'est ça. Je peux apporter une petite précision? Oui, avec plaisir. C'est pour reconnaître quand tu as des chiffres, justement, là par exemple ton 23, savoir si c'est du décimal ou l'hexadécimal. L'hexadécimal est préfixé avec 0x devant. Ah oui, oui, mais pas dans mon tableau. Pas dans ton tableau, Pas là. oui, pardon. Pas là, sur pas là. la- Ah, tu veux dire dans le registre? Ouais. Oui, dans le registre. Dans le registre, ouais, Voilà. c'est 0x, et après, On va dire que alors, quelqu'un- décimal. Qui écrit... Oui, non, mais là, le A, c'était facile. Pardon. Ah, dès qu'il y a 0x devant Oui. un chiffre, Ça veut dire hexadécimal. ça veut dire hexadécimal. Voilà, je vais t'écrire 10 en hexadécimal. Voilà. 0x quelque chose, ça veut dire hexadécimal. D'accord. Mais c'est pareil, c'est quelqu'un qui respecte la nomenclature. Oui. Voilà, Windows la respecte quand il écrit les valeurs. Mais si tu as ça dans un mail, etc., des fois tu fais pas attention. Bon, voilà, après, on va me donner, quoi. À un moment donné, mais il y a des gens qui savent pas. Ça veut dire quoi ça veut dire 0 fois 10 42 et que tu dois savoir que c'est 72, bon, c'est compliqué.
Non, il faut effectivement peut-être reconnaître 0x. Ah, ça veut dire hexadécimal. Ou dans la boîte de dialogue, il y a écrit hexadécimal. Donc attention, je suis dans la base 16. Et pas la base 10. La base 10, c'est la décimale. Comme tout à l'heure, la binaire, c'était que des 0 et des 1. Bon, je vois que t'es déjà parti en bas. Je crois qu'on va faire la pause. Non, je cherche rien, je cherche mes clopes, mon briquet. Je suis prêt à partir. Non, je sais rien, je suis. Et je t'écoute en attendant. Hexadécimal. En attendant, Allez. je t'écoute. En attendant, je t'écoute. Mais je suis déjà en bas. Je peux faire un truc qui Mon corps est t'écoute. là, mais l'esprit est parti. Allez, Je pause. n'irai pas parler de la pause en plus, tu vois. Mais je te vois